C'est quoi le rôle d'un média buyer sur Facebook Ads? Qu'est-ce que vous devez travailler aujourd'hui pour être le meilleur? Dans cet épisode, je reçois le CEO de J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads et qui gère pas moins de 50 millions de dollars à l'année sur cette plateforme uniquement grâce à une bonne quinzaine de média buyers dans l'équipe. J'invite ce CEO justement pour lui parler de ce rôle de média buyer et de sa vision et de comment ce rôle potentiellement va changer et sur lesquelles aptitudes miser pour la suite. Avant de démarrer, je tiens à me présenter. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille justement chez J7 Media. On est une agence qui aide surtout des annonceurs à scaler sur la plateforme, à obtenir de l'hyper-croissance. Donc, si ça vous intéresse de faire gérer vos campagnes et d'obtenir de la croissance, j7media.com ou dans les notes de l'émission. Aussi, je précise, on a toute une plateforme, tout un écosystème pour former n'importe quel média buyer, qui soit débutant, expert, intermédiaire, qui soit en agence, en freelance, et qui s'appelle la J7 Academy. C'est un écosystème composé d'un espace Slack, d'une plateforme de vidéos, même d'un cours qui vous prend la main de A à Z, et notamment de multiples workshops dans lesquels on vous explique tout ce qui fonctionne bien dernièrement avec l'agence. Si ça vous intéresse, J7 Academy ou dans les notes de l'émission. Maintenant que je me suis présenté, je vais pouvoir présenter mon invité qui n'est d'autre que Antoine Gagné, CEO fondateur de l'agence J7 Media. Comment ça va, Antoine? Antoine, ça va très bien. Content de parler du rôle du media buyer en 2025. Je pense que ça serait la seule chose que j'ajouterais à ton introduction, le terme 2025, parce qu'on va devoir ajouter les années autour de ce rôle-là, parce que ça évolue trop vite. Le rôle du media buyer en 2025 n'est plus le même qu'en 2024 ou en 2023. Et je pourrais te dire, je te fais une grande prédiction, je crois qu'elle va être différente en 2026 aussi. Donc, on va en parler ensemble. Spoil pas, ok. Bon, effectivement, je t'ai invité parce que tu gères une équipe, enfin déjà tu gères l'agence J7 Media, mais surtout tu as cette vision autour du media buying et des personnes que tu embauches, notamment dans ton entreprise. Et du coup, je voulais te demander, peut-être ma première question, c'est quoi aujourd'hui, en 2025, le rôle du media buyer Facebook Ads chez J7 Media et comment ce rôle, tu as parlé justement des dates, comment ce rôle a évolué selon toi sur les 5 dernières années? Excellente question, Antoine. Je dirais, de un, je crois que c'est toujours intéressant de voir un peu c'est quoi le rôle du dirigeant dans une agence. Et moi, je suis un dirigeant qui aime beaucoup me mettre un peu les mains dans plusieurs projets dans mon entreprise pour comprendre sur le terrain à quoi ça ressemble la réalité. Donc, tout ça pour dire que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je me suis beaucoup remis au media buying, à comprendre comment on faisait le media buying en 2025. J'ai toujours une très bonne vision, une bonne compréhension de l'externe de ce qui se passe, mais il n'y a rien de mieux que se mettre les mains dans l'Ads Manager, même si ça fait 13 ans que tu fais ça et que tu as tout vu, pour comprendre c'est quoi la réalité en 2025. Et c'est toujours intéressant de voir les petites subtilités. Les fondamentaux ne changent pas, mais les tactiques changent énormément. Et cette vision de terrain-là nous amène à se poser, bien entendu, les questions de quel type de personnes qu'on recherche. Exact. Et je pourrais te dire que effectivement, les choses ont beaucoup changé. Si on revient il y a peut-être 4-5 ans de ça, peut-être, je dirais, et même de manière certaine, l'aptitude numéro 1 qu'on recherchait était beaucoup plus l'aptitude technique, tactique, la compréhension du Ads Manager. Notre organisation a grandement évolué à travers les années, notamment via la J7 Academy, où est-ce qu'on forme maintenant plus de 200 acheteurs médias à temps plein. Et grâce à cette J7 Academy-là, on est capable de manière très confiante de se dire, on peut prendre un media buyer, l'intégrer dans notre entreprise, le faire suivre toute cette formation-là et le rendre excellent à un certain moment donné. Donc, tranquillement, on s'est rendu compte qu'avec cette formation-là et avec les aptitudes qu'on était capable de construire et surtout la documentation de ces différentes campagnes-là, Antoine, on a moins besoin d'engager pour le volet tactique, technique. Donc, tout ce qui est hard skills, on pourrait le dire comme ça, un peu moins important. Ce qu'on regarde beaucoup plus maintenant, c'est le volet un petit peu davantage, je dirais, de personnalité, charisme, soft skills, de présentation devant un client, qui est très, très important pour nous parce que ça, c'est plus difficile en signe. Mais bon, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent davantage savoir qu'est-ce qu'un bon media buyer en 2025. Comment je peux vraiment le présenter? On va prendre un pas de recul et on va juste regarder ce qui se passe en ce moment. Qui ici, bon, c'est une question rhétorique, là, mais qui ici utilise encore des audiences en 2025? Qui ici passe encore beaucoup de temps dans son paramétrage en 2025? Soyons honnêtes, la pyramide du pacto est en train de tomber tranquillement. On parlait pendant longtemps de paramétrage d'audience, créatif, tunnel de vente et offre. Le paramétrage et les audiences existent encore, mais de plus en plus, Meta fait le travail pour nous. Et si on suit juste les bonnes pratiques, notre paramétrage et nos audiences, c'est réglé en l'espace de 15 minutes. Là, c'est Broad, Advantage Plus, puis basta, quoi, c'est fini.
Donc, je pense que ça, c'est assez réglé. Donc, si on parle purement tactique et aptitude de compréhension du Ads Manager, entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de choses à démontrer. Donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste plusieurs choses. Il en reste peut-être même beaucoup de choses. Donc, n'oublions pas le C, le T et le O du pacto. Donc, le volet créatif, le volet tunnel de vente, le volet offre. Et à ça s'ajoutent de plus en plus d'autres choses qu'on voit en place. Le volet financier, la compréhension stratégique. Qu'est-ce qui va réellement avoir de l'impact sur une entreprise? On a parlé récemment, je pense, sur un podcast, Antoine, de business case. Exact. Comprendre la dynamique financière, la fondation financière, le Profit X. Ça, c'est des choses qu'on regarde beaucoup si la personne a un intérêt à comprendre ces différents points-là. Parce qu'en 2025, c'est primordial d'avoir ça. Donc, le rôle du media buyer évolue beaucoup. Et nous, ce qu'on voit en ce moment, et ce qu'on met encore plus de temps avec nos équipes, c'est que la personne qui est davantage dans le volet stratégique doit devenir une personne excessivement avancée dans le domaine financier. OK. C'est là, financier et stratégique, c'est là où est-ce qu'on met beaucoup de temps avec nos équipes à l'interne. Est-ce que vous comprenez les business avec lesquels on travaille? Est-ce que vous comprenez comment ces entreprises-là font de l'argent? Est-ce que vous savez sur quel levier impacter pour que ces entreprises fassent encore plus de croissance? Donc ça, c'est à gauche. À droite maintenant, il y a le volet de création. Exact. Et le volet de création est donc important parce que pendant très longtemps, on avait un peu ce... Et c'était comme ça chez G7 et je suis convaincu que c'était comme ça chez beaucoup d'entreprises également. Un peu ce dialogue de sourds qui peut s'intégrer entre la personne qui voit les résultats sur Meta et la personne qui fait des publicités sans nécessairement savoir les résultats sur Meta. Ça a été toujours très chaotique un peu chez nous, de se dire comment on peut créer une belle conversation entre les deux. On a travaillé fort avec beaucoup d'initiatives et bon, ultimement, on a été capable de bâtir un outil technologique, Data Blaster, qui nous permet maintenant de vraiment aider les acheteurs médias et les gens en création à l'interne de bien comprendre les chiffres. Donc, on a l'outil qui nous permet de faire ça. Maintenant, ce qu'on recherche avec nos gens en création, de plus en plus, c'est cette envie. Autant qu'on veut une envie de comprendre les chiffres au niveau stratégique, on veut une envie de comprendre le data chez notre équipe de création. OK. On veut que le ownership, la responsabilité de qu'est-ce qui doit être fait à l'intérieur d'un compte de pub, de plus en plus bifurque vers la personne en stratégie. Et là, tu vois, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais Antoine, je t'ai invité sur le podcast pour me parler du rôle du media buyer en 2025. Tu me parles de création. Et voilà ma réponse. J'ai littéralement l'impression que de plus en plus s'installe une symbiose entre ce creative strategist, qui est le terme que beaucoup de gens utilisent, mais bon, appelons-le le rôle du créateur et le rôle du stratège. Les deux, de manière différente, parce qu'ils ont un rôle différent, bien entendu, deviennent, selon moi, un peu des media buyers, sans nécessairement avoir à intégrer la publicité ou prendre une décision financière. Le créateur est intimement relié dans la stratégie, chose qui peut-être autrefois ne faisait pas. Le créateur a accès aux data. Le créateur peut prendre des décisions basées sur le data. Mm-hmm. On veut que le créateur prenne cette responsabilité-là, pardonne-moi. Le stratège a une compréhension des chiffres de son client, a une compréhension de ce qui se déroule sur l'entreprise, doit prendre des décisions et doit donner des recommandations sur le business du client. Notre organisation évolue de plus en plus autour de ça. Et on s'est aperçu que le créateur doit être la personne qui fasse des analyses créatives. Ouais. Et là, les gens vont dire, on le savait, Antoine, mais il y a beaucoup de gens à qui je parle qui pensent que le media buyer doit faire toute cette analyse-là créative. Pour moi, le media buyer doit sortir l'essentiel, sortir les fondamentaux, les hooks, les messages, comprendre ce qui se déroule. Mais ça doit être dans la responsabilité du créateur de penser à ça et de réfléchir, de faire des propositions autour de ça. Moi, je ne viens pas de l'école de penser qu'un media buyer est un créateur. Moi, je crois que le media buyer doit concentrer ses énergies sur le volet finance, sur le volet business de l'entreprise, sur les bonnes décisions, et que le créateur, lui, de plus en plus, doit être la personne qui comprend un petit peu ce qui se passe dans le compte, parce que, comme on le dit plus tôt, le paramétrage et les audiences, c'est quasiment de l'histoire ancienne. Donc, cette symbiose-là, c'est là où est-ce qu'on met des efforts dans notre entreprise en ce moment. C'est là où est-ce qu'on pose plutôt des questions à nos équipes pour voir leur intérêt. Si le créateur n'a pas d'intérêt à comprendre le data et si le media buyer n'a pas d'intérêt à comprendre la finance et la dynamique d'une entreprise, là, on a un problème.
Parce que ces deux aptitudes-là deviennent, selon moi, selon ce qu'on voit, primordiales en 2025. Donc, tu as une transition entre quelqu'un qui était très technique, très technicien sur la plateforme, à savoir je sais intégrer, je sais utiliser tel paramétrage, lancer telle audience, etc., à quelqu'un qui va sortir en fait un peu de toute cette approche-là, qui va plutôt être là pour surveiller les campagnes. Mais pour le coup, vu que ce job s'enlève, un autre intervient, celui de la finance d'entreprise, dont on a parlé d'ailleurs dans l'épisode sur le business case, que je vous mettrai en lien avec cet épisode. D'un autre côté, toute la partie création, en fait, de façon un peu honnête, vous êtes dit, on s'est dit plutôt, cette partie doit être aussi prise en compte par l'équipe créative qui a quand même le nez beaucoup plus dedans, dans les visuels, dans les tendances aussi visuelles, parce qu'ils font énormément de veille, etc. Un peu moins le média buyer, bien qu'il ait quand même un rôle de marketeur, donc il sait à peu près comment parler. C'est juste que dans l'exécution, peut-être, c'est l'équipe créative. Donc, il y a comme une espèce de balance qui est en train de se faire à ce niveau-là. Donc, on a pu parler un peu de ça. Tu as mentionné aussi le terme de creative strategist, qui est effectivement très à la mode en ce moment. J'aurais une autre question, du coup, parce que notamment Meta a sorti son Q1, son rapport trimestriel, et Marc en a beaucoup parlé. L'IA, là-dedans, pour le media buyer, quelle est la place là-dedans? Qu'est-ce que tu en vois à l'heure actuelle? C'est quoi ta position là-dessus? C'est quoi la position de J7 aussi là-dessus? L'IA permet aux media buyers de s'élever. Aussi simple que ça. Si pendant la journée complète, tu es dans tes audiences, dans tes pubs, dans ton paramétrage, comme tu pouvais l'être en 2017, c'est très difficile de s'élever et de prendre un pas de recul sur les bonnes décisions financières. Puis bon, on va faire également une parenthèse. Il y a le volet finance, mais il y a le volet stratégie aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, le volet finance et l'encre. L'encre financière, c'est ce qui va décider comment que la business va se porter, la business de ton client ou la business pour laquelle que tu travailles. Donc, tu dois comprendre ça. Mais par la suite, tu dois venir intégrer une vision stratégique à tout ça. Comment tu actives tes clients existants? Comment tu vas chercher les nouveaux clients? Est-ce que la séquence de commercialisation en place est la bonne? Donc, tu vois, tout ce qui sort un peu du Ads Manager devient excessivement important pour le media buyer. Et soyons honnêtes, peut-être que l'année prochaine, qu'on va faire cet épisode-là, pour 2026, on va juste plus l'appeler le media buyer et on va lui donner le vrai terme qu'il doit avoir, le Direct Response Marketer. Un marketeur de marketing direct. Hein? C'est pas très beau en français, mais bon, vous comprenez l'idée. C'est son rôle. Nous, on est en train de faire une transformation parce que, soyons honnêtes, l'acheteur média qui achète du média sans une grande compréhension stratégique, c'est un job en voie d'extinction. De robot. Exactement. Ça va être transformé vers un job beaucoup plus de stratégie marketing. Et ça fait combien d'années qu'on en parle? C'est pas nouveau qu'on parle de ça. Qu'il faut s'élever et avoir une vision beaucoup plus stratégique de ce qu'on fait. Donc, pour moi, ça devient simplement une évidence, cette envie de comprendre les chiffres, cette envie de comprendre la stratégie de commercialisation pour l'acheteur média de 2025 est primordial pour devenir un Direct Response Marketer en 2026. Le créateur, maintenant, et là, et là le volet très intéressant où est-ce que cette symbiose se met en place, dans un contexte publicitaire. Utilisons les bons termes ici. Un designer graphique qui n'est pas dans un contexte publicitaire, qui travaille pour une entreprise qui fait de l'imprimé ou d'autres choses que de la publicité, peut avoir un job très facilement là-dedans. Mais dans un contexte publicitaire, le designer graphique ou le motion designer, également, j'aurais tendance à dire que s'il ne s'intéresse pas aux data et s'il ne s'intéresse pas aux chiffres et s'il ne s'intéresse pas aux résultats de ses campagnes et à comprendre pourquoi une publicité fonctionne d'une publicité qui ne fonctionne pas, lui aussi, et les termes sont peut-être brutaux ici, c'est peut-être un job en voie d'extinction dans le domaine publicitaire. Et n'ayons pas peur des mots. Et c'est des discussions qu'on a avec nos gens à l'interne chez J7. Parce qu'on doit comprendre que quand tu rentres dans une industrie comme la nôtre, qui change à toutes les semaines, à tous les mois, et de plus en plus, le niveau de changement s'accélère vers un facteur de 3, peut-être même de 4 avec l'intelligence artificielle, tu dois être très, très agile. Et ces choses-là sont en train de se mettre en place sous nos yeux. L'intelligence artificielle, je reviens à ton point initial, vient créer du temps pour que le media buyer devienne un direct response marketer. Un direct response marketer a une compréhension financière, stratégique d'un élan de commercialisation. Et l'IA vient également aider le créateur à mieux comprendre ses chiffres, mieux comprendre ses hooks pour aider le compte à aller mieux. Donc, tu vois, pour moi, ce travail-là, ça devient une symbiose entre les deux. D'accord, OK. Tu en as parlé un petit peu, donc l'aspect stratégique, l'aspect finance d'entreprise. J'avais une question à propos de ça. Ça serait quoi les
si tu devais embaucher un média buyer demain, ça serait quoi les 3 skills non négociables que tu attends de celui-ci? Ça serait quoi du coup? T'en as donné 2 déjà. Ce serait quoi le 3e pour toi? Bon, donc on a dit aptitude numéro 1, Finance d'entreprise. envie de comprendre les chiffres. Je vais utiliser le terme envie parce que je pense que ça serait trop difficile de savoir si la personne comprend les chiffres dès le départ, mais envie de comprendre les chiffres. Envie de comprendre une stratégie marketing, définitivement. Et le 3e, qui pour moi est d'une évidence absolue, une envie impressionnante de comprendre l'intelligence artificielle. Ouais, je pense que c'est... Et tu vois, dans les trois termes, j'ai vraiment utilisé le terme envie parce que chez G7, on a pris cette avenue-là et on le fait maintenant avec tous les acheteurs médias de l'Académie de former les gens. On veut former les gens via la G7 Academy pour nos gens à l'interne et pour les gens à l'externe. Donc, si j'ai un acheteur média, bientôt Direct Response Marketer, qui se présente à moi et qui veut comprendre et qui a une envie de comprendre les chiffres, qui veut comprendre la stratégie de commercialisation et qui veut comprendre l'intelligence artificielle, appliquée chez nous, d'ailleurs, on a des postes ouverts. Parce que c'est ça qu'on cherche en 2025 et c'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Parce que l'intelligence artificielle, je crois qu'on le sous-estime, je pense qu'on le surestime beaucoup à court terme et on le sous-estime beaucoup à long terme. Mais déjà, en ce moment, je vois la vitesse qu'on est capable de prendre en vélocité, c'est assez exceptionnel. Et tu dois vouloir intégrer ça à ton quotidien pour par la suite te libérer, avoir cette marge de manœuvre-là pour t'élever sur le compte et prendre des meilleures décisions. J'en profite aussi parce que tu en as parlé très spontanément. Tu as parlé de Data Blaster. Je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on utilise maintenant depuis plus d'1 an, il me semble, sur tous nos comptes. Et tous nos média buyers sont formés à Data Blaster. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que aussi, ça fait la jonction entre l'équipe créative et l'équipe de media buying. Donc, je pense que c'est vraiment le moment d'en parler. Absolument. Ben, écoute, Data Blaster, je pense qu'on aura des épisodes complets là-dessus bientôt. Est-ce qu'on parlera en détail de la plateforme? Bien sûr, oui. Mais essentiellement, oui, c'est une plateforme qu'on a construite conjointement avec un partenaire qui s'appelle Kilian depuis 18 mois maintenant, qui est essentiellement, si on avait à simplifier, une plateforme de reporting qui fait un peu le même travail qu'un Supermetrics fait, c'est-à-dire prendre des données de plateformes publicitaires et les remettre dans des Looker Studio ou des Google Sheets, mais créé à la sauce G7. Et je pense qu'on a souvent parlé de fondation financière, de Profit X, tout ça est relié avec plein de tableaux qu'on a construits à travers le temps et on se posait des questions comment on pouvait automatiser le tout. Et là, c'est là que Data Blaster rentre en jeu. Donc oui, effectivement, maintenant, Data Blaster nous permet d'avoir cette information-là et on a voulu pousser la réflexion encore plus loin, de se dire comment on peut intégrer un volet créatif dans notre reporting. Donc maintenant, ce que vous avez un peu avec les motions de ce monde qui vous coûtent $500 par mois pour savoir c'est quoi vos meilleures publicités, vous l'avez pour $5 par mois dans Data Blaster qui vous permet de savoir c'est quoi vos meilleurs ads, les publicités les plus fonctionnelles, les moins fonctionnelles, les coûts par acquisition. Très, très utile. Cet outil parce il devient vraiment le pont entre notre équipe de stratégie et notre équipe de création. Mais l'équipe même finance. Absolument. L'annonceur. Des fondations financières là-dessus, exactement. OK. Donc, si j'avais juste à faire une petite synthèse, parce qu'on a fait un peu le tour du rôle de Media Buyer en 2025 et sur le reste, ça serait une envie, c'est vraiment le terme, une envie de devenir meilleur sur tout ce qui est finance d'entreprise, les chiffres finalement, et je vous renvoie à notre épisode sur le business case qui est hyper intéressant là-dessus. Ensuite, une envie de devenir finalement un meilleur marketeur, pas juste un media buyer, mais un meilleur marketeur. Comment je parle mieux à mon audience, bien que l'audience, on le sait, c'est quelque chose en voie d'extinction. Et pour terminer, une envie de comprendre et de maîtriser l'IA au fur et à mesure que ça sort, parce que bien sûr que ça sort de façon exponentielle. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on connaît sur l'IA. Peut-être que demain, il va y avoir une nouveauté qui va sortir et qui va encore tout changer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a un élément que tu as envie d'ajouter à cette problématique de comment devenir meilleur media buyer? Je pense qu'on a tout couvert, mais si vous aimeriez devenir un media buyer, appliquez chez nous. On recherche beaucoup de gens, autant à Barcelone en ce moment qu'au Canada, Québec. On a également quelques rôles, des fois, qui sont ouverts en freelance pour certaines missions. Mais plus souvent qu'autrement, on veut des gens à temps plein dans notre entreprise. Donc, si vous voulez en savoir plus, peut-être, Antoine, tu mettras le lien dans les notes de l'épisode. On recrute. Donc, venez nous voir. On aimerait discuter avec vous. Bien sûr. Et puis aussi, je mettrai le lien de Data Blaster parce que, à mon avis, ça va intéresser pas mal de monde. Au niveau reporting, je vous le dis, tous nos clients sont sous Data Blaster et ça depuis maintenant 1 an et demi quasiment. C'est quelque chose qu'on a travaillé conjointement avec le fondateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise et qu'on a bâti à notre image. Et je pense que ça vous aidera évidemment beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Antoine.
Ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite, tout le monde.